Aujourd'hui, nous partons sur la piste du petit train des Flandres qui existait autrefois dans la première moitié du XXe siècle. Hasbrouck, Steenvoorde et qui allait comme ça jusqu'à Onskot. Alors nous allons d'abord chez le spécialiste, Daniel Frank, qui est à Steenvoorde, terre de Gem, et qui est complètement emballé par cette histoire adorable du petit train des Flandres. Bonjour. Avec le soleil. C'est bien, c'est tout ce qu'il nous faut, tout va bien. C'est ce qu'il nous faut. Voilà. Bien, Allons-y. nous allons parler du petit train des Flandres. Voilà. Eh bien, nous sommes ici chez Daniel Frank, spécialiste du petit train des Flandres. Oui, spécialiste. Ah, oui. On peut dire chercheur. Chercheur, voilà, comme nous tous, hein, nous Voilà, sommes tous ça. des chercheurs. Et le petit train des Flandres, c'est quand même quelque chose de très particulier. Alors moi, je voudrais introduire le sujet, poser une question. Pour les spectateurs, les auditeurs, le petit train, le chemin de fer, la SNCF est apparue avec les événements en 1936 et elle a repris finalement les activités de compagnie privée, jusque-là. Voilà. Oui, tout à fait. Alors par chez nous, il y avait la compagnie des chemins de fer du Nord qui était bénéficiaire. Et moi, la question que je me pose, et je ne connais pas la réponse, et je pose cette question, est-ce qu'il y a un lien entre la compagnie du petit train des Flandres et la compagnie défunte en 1936 des chemins de fer du Nord? Je dirais non et je dirais oui. Effectivement, donc cette compagnie des chemins de fer du Nord est apparue très très tôt. Hein, donc les grandes compagnies qui reliaient, par exemple, Lille à Paris, ou bien la fameuse PLM, hein, Paris, Lyon, Marseille. Ça, Oui. ce sont donc les grandes compagnies. Mais il y a eu des lois qui ont encouragé, je crois que c'était la loi Fraissinet, qui encourageait la construction d'autres lignes de chemin de fer pour venir en complément de celle-ci, et qui allait relier les préfectures aux sous-préfectures, aux chefs-lieux de canton, etc. Ah, le temps des sous-préfectures. Voilà, le temps des sous-préfectures. Et donc on a imaginé une ligne que l'on pourrait dire quasiment parallèle à la grande ligne Lille-Dunkerque, hein, qui était une ligne de la Compagnie du Nord. Et cette ligne parallèle aurait donc dû relier Armentières à Dunkerque. Cela aurait causé trop de concurrence. Oui. Donc on s'est limité, dans les années 1883-84, à une ligne qui allait relier Hasbrouck, sous-préfecture, Hasbrouck. à Dunkerque, autre sous-préfecture. Et par la suite, la ligne est encore devenue plus limitée, Hasbrouck, Onskot, éventuellement Bergue. Oui. Voilà. Donc pour quitter quelque part, c'est-à-dire Hasbrouck, la compagnie du Nord, le grand train, on va dire le grand train, pour le rejoindre à Bergue. Voilà. Et entre deux, un petit train, d'où notre fameux surnom, petit train des Flandres. Ah oui. Très bien. Moi, j'avais été frappé par le tracé de cette ligne, et qui passait vraiment dans notre campagne flamande, à Winzel, par exemple. Oui, tout à Passait fait. à Winzel. Hein. Oui, bon, c'était assez curieux. Bon, on de Gem, on a voulu faire du désenclavement. Oui. Vraiment, on a voulu s'ouvrir à ces petites, à la ville de Stavanger, mais aux petits villages de Ondegem, Winzel, Herzl, Bambeek, Rexpoed. Mais Rexpoed, c'était déjà un nœud. Enfin, c'est devenu un nœud ferroviaire par la suite. Rexpoed, Bambeek, Quilhem, Onskot, Voilà. autre ville importante à l'époque. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu ce petit train, je pense par exemple qu'il n'y aurait pas eu la briqueterie à Herzl. Par exemple. Oui. C'est un autre exemple. Et puis, il n'y aurait pas eu les grandes sucreries. Aussi. Par exemple, on avait dans toutes ces petites gares des dépôts pour la sucrerie Béguin. Ou bien pour des distilleries, il y avait des distilleries sur Expoud. Donc des petites entreprises qui sont nées peut-être grâce Et il y avait une entreprise qui n'en est pas née, qui existait sans doute avant, mais qui en a profité, les Van Robé. Ah oui, tout à fait. Les Van Robé. Tout à fait. Oui. Alors l'itinéraire type que prenait ce petit train des Flandres, on démarrait d'Hasbrouck pour arriver
Oui, on démarre d'Hazebrouck, de la gare actuelle. À l'origine, une petite cahute, une petite cabane à côté de la gare. D'accord. Vraiment. Et puis, on file dans la campagne jusqu'à Ondegem. Ondegem qui est le dépôt du matériel et même un endroit où on fait des réparations. C'est curieux, c'est pas Hazebrouck, c'est Ondegem. Après Ondegem, Saint-Sylvestre-Capelle, où on traverse la nationale, c'était la nationale à l'époque, où il n'y a pas à l'origine de barrière de chemin de fer. Et quand il y aura une barrière, il y aura quand même toujours des accidents. Après cette gare de Saint-Sylvestre, c'est une halte à Terre-de-Guême. Oui. En réalité, sur la route de la Zoinde jusqu'à Steinvort, c'est pas dans le village. Une halte, c'est-à-dire qu'on peut monter, on peut descendre, on prendra le ticket après, mais on ne peut pas charger de marchandises. La grande gare donc de Steinvort par la suite. Après Steinvort, c'est Winzel. Après Winzel, Herzl, qui sera nœud ferroviaire par la suite, parce qu'il y aura possibilité de prendre un autre train jusqu'à Bolzel, en passant par Wormhout. Curieusement, la place de Wormhout, parce que le train va passer sur la place de Wormhout. Et puis, après Herzl, on franchit l'Isère par un très beau pont métallique. Je pense qu'il existe encore. Et puis la gare donc de Bambeck. Bambeck-Rexpoud, qui deviendra également par la suite un nœud ferroviaire, puisqu'on pourra rejoindre Bergue, et le terminus de Onscott. D'accord. Voilà, ça c'est donc 10 gares qui jalonnent donc la fameuse ligne. Parce que par la suite, il y aura une ligne qui va mener à Brédune. Ah oui, bien pendant une vingtaine d'années. Alors c'est intéressant parce que Onscott, finalement, d'un point de vue géographique, pour la Flandre, c'est le dernier promontoire qui domine la plaine inondable, on va dire. Tout à fait, hein, tout à fait. Mais voilà. C'est vraiment, c'est assez curieux, c'était le terminus. Alors j'imagine que, vu le tracé, on va dire presque tortueux, sinueux, pas toujours facile, hein, avec les moyens techniques de l'époque, il y a peut-être eu des fois un petit problème technique qui s'est posé sur le chemin. Oui, les locomotives n'étaient pas des plus puissantes, bien sûr, et on va prendre un exemple qui est arrivé, et qui est arrivé souvent, à Saint-Sylvestre. Le train venant de Steinvort devait gravir une côte. Et lorsque le train arrivait à Saint-Sylvestre, il fallait que la garde-barrière, la chef de gare, la même personne qui vendait les tickets, la même personne qui réceptionnait les colis, les marchandises et tout, ait le temps d'aller jusqu'à la barrière, de fermer cette barrière. Alors le train arrivait, « Ah, mince !» disait le mécanicien, « la barrière n'est pas abaissée, je vais m'arrêter. » Il s'arrêtait, mais impossibilité de redémarrer. La côte était trop importante. Alors donc, le train faisait marche arrière, roue libre, si on peut dire, jusqu'à niveau les environs de Terre-de-Guême, une paire de kilomètres en arrière, et puis lancer la vapeur et devait regravir la côte pour enfin traverser la route nationale et arriver en gare de Saint-Sylvestre-Capelle. Oui, parce que mine de rien, la petite côte, moi je la connais, parce que je l'ai faite à vélo. Ah, voilà. Hein. Alors, heureusement que j'avais de l'élan. Hein. Je la faisais à vélo quand j'allais rendre visite à ma famille qui était à Saint-Sylvestre-Capelle. J'avais un membre de la famille qui était à Saint-Sylvestre. Et on m'a dit, un ancien m'a dit que lors d'un congrès eucharistique, vous savez, ces grands renseignements religieux à Hazebrouck, il y avait 7 ou 8 wagons derrière la locomotive. Et dans cette côte de Saint-Sylvestre, le train a calé, ils ont dû descendre, et une bonne partie a poussé le train pour pouvoir repartir. Alors ce petit train, il a commencé sous la Troisième République Oui, le premier voyage est de 1894. Ah bah oui, effectivement. Donc avant 1900, c'est le train de la belle époque. Hein. Voilà, 1894. Voilà. Et la ligne Hazebrouck-Onscott a fermé en décembre 1954. Ah, d'accord. Mais on a encore utilisé la ligne avec des locomotives à diesel pour transporter des convois betteraviers jusqu'en 1958. Voilà donc un petit train qui a débuté sous la Troisième République, qui a connu
je dirais l'occupation allemande, l'État français du maréchal Pétain, oui. et puis la 4e République, et qui s'est arrêtée à l'entrée de la 5e. À l'entrée de la 5e. Voilà. Oui. C'est un train historique, ça. Un train, oui, historique, oui. On a même retrouvé des photos donc, de soldats allemands qui posaient devant le petit train des Flandres. Oui, bah oui. Notre dernière Micheline était reprise par la compagnie des trains de la Somme, de la baie de Somme. Et voilà le premier voyage chez eux, donc le dernier voyage de cette Micheline en état avant restauration. Donc on se trouve au tout début des années 60 sur la baie de Somme. Voilà ce qu'on avait donc chez nous. On peut s'imaginer ce petit train, cette locomotive, cette Micheline qui arrive en gare, les passagers donc descendent, et puis la Micheline qui Eh bien, un jour, le petit train s'est trouvé bloqué du côté de Herzl parce que la voie du chemin de fer du petit train des Flandres, c'est 1 mètre de large, pas plus. 1 mètre, hein, vous imaginez. Et comme c'est pas tellement large, il y avait un taureau très puissant qui s'était installé par terre sur la voie et personne n'a su le faire bouger. Et ce taureau a mis quand même 3 jours avant de s'en aller. Donc le train était bloqué pendant 3 jours. L'autre anecdote qui se passe dans la région de Herzl, plus de tôt en allant vers Bamberg, c'est celle d'un incident mécanique. Un incident mécanique parce que la locomotive traînait quelques wagons derrière. Et l'attelage n'était pas bien fixé, ça brinque-ballait. Et du côté d'Herzl, entre Herzl et Bamberg, l'attelage a sauté. Et la loco a continué son chemin, voilà, en laissant les wagons derrière, des wagons où il y avait quand même quelques voyageurs. En arrivant à Anscott, on a dit quand même au chef de train, on lui a dit quand même, il faudrait faire demi-tour et puis aller chercher les voyageurs qui traînent là-bas derrière. Il a dit non, j'ai fait mon temps de travail, ça suffit, je les prendrai demain sur la route du retour. Voilà. Et les voyageurs sont restés là, ils ont passé la nuit.